Chaque année, des milliers de personnes deviennent témoins de phénomènes mystérieux dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Un phénomène naturel inhabituel ou un indice secret sur l'existence d'autres civilisations? La soif de connaître la vérité nous pousse à tenter de comprendre comment classifier ces étranges observations. Cependant, la question des objets volants non identifiés reste ouverte et non résolue. Le légendaire héros des romans, Sherlock Holmes, a un jour dit écarter la version impossible, et celle qui reste, quelle qu'elle soit, aussi improbable qu'elle puisse paraître, sera la vérité. Cette pensée souligne l'importance de l'approche scientifique face au phénomène des ovnis, qui suscite encore des débats. Les opinions sur la nature des ovnis sont partagées. Certains soutiennent la théorie de l'origine extraterrestre des objets, d'autres l'annient complètement. Une telle contradiction complique les discussions sérieuses et l'exploration d'explications alternatives. En 1997, à l'initiative du millionnaire américain Lawrence Arachfiler, une conférence scientifique consacrée au phénomène des ovnis a eu lieu. À Poughkeepsie, dans l'État du New Jersey, des scientifiques renommés du monde entier se sont réunis. C'était la première tentative de discussion scientifique sur des phénomènes mystérieux depuis 1969, lorsque l'armée de l'air américaine a fourni ces données à un groupe d'experts pour analyse. Sous la direction de l'astrophysicien Peter Starek, la conférence a confronté les scientifiques à l'existence de phénomènes inexpliqués. Parmi les invités se trouvaient Mark Roediger et John Schwessler. L'objectif principal de la rencontre était de réexaminer le célèbre rapport Condon, qui dans les années 60 affirmait que le phénomène des ovnis ne méritait pas d'études scientifiques sérieuses. Peter Starek n'était pas d'accord avec cette position et cherchait à rassembler un groupe de scientifiques pour un examen objectif du phénomène des ovnis. Le deuxième objectif de Starek était de présenter au monde scientifique de nouvelles preuves d'observation d'ovnis. Il était intéressé par la réaction de ses collègues, car à l'époque, de nombreux scientifiques étaient sceptiques à l'égard des recherches dans ce domaine. La conférence a permis d'accéder à des preuves matérielles, collectées par des ufologues, mais l'analyse de ces données devait être effectuée par ceux qui n'avaient pas de lien direct avec l'étude des ovnis. La conférence a mis l'accent sur des informations factuelles, et non sur des histoires inventées. Des photographies réelles, des enregistrements vidéo, des données d'expertise médicale et des analyses de sol ont été présentées. Dans le domaine de l'étude des ovnis, il existe de nombreux témoignages, mais la discussion de ces informations dans le monde scientifique est extrêmement rare. Le docteur Starek considérait qu'il était nécessaire de mener une analyse objective des données du point de vue de scientifiques non liés à l'ufologie, afin de déterminer si ce phénomène mérite d'être étudié et dans quelle direction la recherche devrait être orientée. Starek a noté qu'il n'y avait rien de fantastique dans les rapports présentés lors de la conférence. Il était lui-même présent à la réunion et a présenté plusieurs témoignages qui, selon lui, constituaient des preuves claires et irréfutables de l'existence de phénomènes inexpliqués. C'était une discussion sérieuse parmi des scientifiques cherchant à comprendre ce sujet controversé. Cependant, la principale difficulté restait de déterminer quelles données devaient être considérées comme la base de la recherche. Pendant de nombreuses années, l'ufologie s'était davantage consacrée à la collecte de rumeurs et de potins qu'à des recherches sérieuses, ce qui compliquait la recherche de faits substantiels. De 1991 à 1994, Nick Pope, un chercheur travaillant pour le gouvernement britannique, a eu accès à des documents conservés dans les archives du ministère de la Défense. Sa tâche consistait à évaluer la véracité des témoignages de témoins oculaires d'OVNI. Selon lui, on peut affirmer avec certitude que 90 ou même 95% des témoignages étaient le résultat d'une identification erronée de phénomènes naturels ordinaires. Souvent, les conditions d'observation étaient inhabituelles, où l'observateur était confronté pour la première fois à un certain objet ou phénomène naturel. Cependant, comme le souligne Pope, il restait toujours des faits qui ne pouvaient pas être expliqués si facilement. Cela concernait à la fois les recherches britanniques et américaines. Il se souvient de l'histoire du projet Livre bleu,
en soulignant qu'il ne s'agissait pas de cas où il manquait des données ou des témoignages. Je parle des rapports de pilotes militaires et civils qui ont vu de véritables objets aériens de forme définie, dit-il. Ces cas ont été enregistrés par des radars. Et de plus, il existe des témoignages de poursuites prolongées d'objets inconnus par des avions militaires. Dans de tels cas, il existe des données photographiques et vidéos de bonne qualité qui sont soigneusement examinées et analysées. Pope exprime son point de vue. Personnellement, je ne peux pas nier la validité de la théorie de l'existence du phénomène OVNI. Il ajoute qu'en écartant toutes les versions possibles d'explication, il est tout à fait envisageable de supposer une intervention extraterrestre. Cependant, il reconnaît également, puis-je prouver mon point de vue? Non, nous n'avons pas de base scientifique. Néanmoins, il possède des preuves matérielles irréfutables que des gens ont effectivement observé des ovnis. Dans les archives se trouvent des milliers de témoignages et d'enregistrements confirmant qu'ils ont été témoins de quelque chose d'inhabituel. Pope souligne que l'affirmation selon laquelle tout cela est soit une farce, soit une réalité est trop simpliste. La vérité, me semble-t-il, se situe quelque part entre ces positions, dit-il. Il reconnaît que dans la plupart des cas, ils sont confrontés à de faux témoignages qui résultent d'une méprise involontaire de l'observateur. Parfois, il y a aussi une tromperie intentionnelle ou un désir conscient de berner les gens, ajoute-t-il. À son avis, si quelqu'un est confronté à des phénomènes qu'il ne peut expliquer, il se tourne généralement vers la police dans l'espoir d'obtenir au moins une réponse. Parmi les nombreux témoignages examinés, en réalité, aucun n'est une mystification. Il y a peut-être une farce pour 1000 rapports, mais pas plus, affirme Pope. Il note également qu'en science, de nouvelles découvertes se produisent chaque semaine. Il n'y a pas si longtemps, nous avons appris des variations de température dans les couches supérieures de l'atmosphère, ce qui pourrait expliquer certains cas d'apparition de lumières étranges dans le ciel, dit-il. Par conséquent, il existe toute une série de versions probables. L'une d'elles est la théorie extraterrestre, bien qu'elle comporte beaucoup plus d'hypothèses. Pope continue. Si l'on se penche sur les rapports des pilotes et les données des radars selon lesquels ces objets semblent se déplacer de manière ciblée, il est très tentant de croire qu'ils sont contrôlés par des êtres intelligents. Cependant, il ajoute qu'il est peu probable que cela puisse être qualifié de fait réel, c'est juste l'une des explications possibles. Malheureusement, les ufologues, dans leurs recherches, ne disposent que des données des témoignages et des témoins. Dans quelle mesure peut-on croire ces rapports? Se demande Pope. Les rationalistes, selon lui, ne prennent pas les témoignages verbaux en compte, les considérant comme non prouvés. Peut-être ne devrait-il pas aborder les témoignages des témoins avec une part de scepticisme, remarque-t-il, soulignant que dans ces témoignages, on peut trouver beaucoup d'informations précieuses sur le phénomène des ovnis. Pope note également que les critiques soulignent un autre point faible de tous les témoignages. Les témoins ne savent généralement pas comment observer correctement les objets volants, même s'il s'agit de policiers ou de pilotes militaires. Les arguments contre la véracité des récits d'observation d'ovnis sont généralement avancés par des rationalistes. Il existe une différence significative entre l'opinion des scientifiques qui mènent des recherches et celle des rationalistes qui rejettent catégoriquement toute histoire d'ovni. Ces derniers affirment qu'aucun astronome n'a jamais vu d'ovni. Si des objets apparaissaient dans notre espace aérien, les scientifiques, en particulier les astronomes, ne pourraient pas les manquer. Cependant, en réalité, les astronomes sont également confrontés au phénomène ovni, tout comme les témoins occasionnels. Ce fait intéressant a été révélé en 1977 par l'astrophysicien Peter Sturrock. Son étude a montré que 5% de tous les témoins d'OVNI sont en réalité des astronomes. Mais ils ne regardent généralement pas l'ensemble du ciel étoilé, car ils s'intéressent à une direction spécifique dans l'étude de la nature. Le champ de vision d'un télescope est assez limité. Si un astronome voyait un ovni, cela pourrait seulement être l'apparition d'objets en mouvement, semblables à un satellite ou à une météorite, ou, plus rarement, à un oiseau s'élevant à une telle hauteur.
Un astronome n'a tout simplement pas le temps de reprendre en photo un objet volant. Pendant son travail, l'astronome ne prête pas attention aux météorites qui passent. Il peut voir des objets inhabituels dans le ciel, mais il ne les remarque pas lorsqu'il travaille avec le télescope. C'est là que réside le principal problème. En discutant du phénomène OVNI, certains affirment catégoriquement qu'il n'existe pas. Leur principal argument est que les scientifiques ne rencontrent pas ces objets lors de leurs observations de la nature. Cependant, les scientifiques ne font généralement pas d'observations directes. Ils étudient les phénomènes naturels dans des laboratoires spécialement équipés, ce qui ne correspond pas à l'image des scientifiques que nous imposent les revues de vulgarisation scientifique. La plupart des témoignages d'observation d'OVNI ont une explication tout à fait rationnelle et il ne faut pas les attribuer à une intervention extraterrestre. Du moins, tant que toutes les autres versions n'ont pas été explorées. Par exemple, les ballons météorologiques peuvent facilement être confondus avec des ovnis, bien que de tels cas soient assez rares. Même des observateurs expérimentés, tels que les pilotes militaires et civils, se perdent parfois face à une grande sphère argentée. Le pilote canadien Don Ledger, co-auteur d'un livre sur les phénomènes inhabituels, s'est sérieusement intéressé aux rapports de ses collègues. Il a souvent été confronté à des idées fausses répandues. Les pilotes ont pris pour des ovnis des ballons météorologiques, Vénus, des avions, des météorites, des aurores boréales et même des nuages aux formes inhabituelles. Les météosondes sont souvent prises pour des ovnis car elles sont assez grandes, certaines atteignant 200 mètres de diamètre et elles sont remplies d'hélium, équipées du matériel scientifique nécessaire. Imaginez-vous à la place d'un pilote travaillant pour le service postal canadien. Vous avez plein de préoccupations et vous ne pourrez tout simplement pas suivre quand et où les météosondes s'élèvent dans les airs. En général, elles sont lancées au nord, où l'atmosphère est plus stable. Elles montent à une altitude assez élevée, plusieurs dizaines de milliers de mètres. Vous avez probablement déjà vu des photos de météosondes. Elles ont une forme allongée et ressemblent un peu à des battes de baseball. Les sphères argentées scintillantes, situées dans les couches supérieures de l'atmosphère, ressemblent à des parachutes. Lorsque les météosondes atteignent une certaine altitude, elles se gonflent à cause de la pression atmosphérique réduite et deviennent de gigantesques sphères argentées, scintillant sous les rayons du soleil. Cet éclat s'explique par les propriétés du matériau dont sont faites les sondes, qui réfléchit la lumière du soleil. Parfois, les météosondes restent dans les couches supérieures de l'atmosphère longtemps, pendant plusieurs semaines, et naturellement, les gens les prennent pour des ovnis. Je suis sûr qu'un grand nombre de témoignages sur les ovnis concernent précisément les météosondes. En réalité, les observateurs ne rencontrent pas si souvent les météosondes, car elles sont lancées dans la partie nord de la province de Québec, où le vent souffle principalement d'ouest en est, et ces sondes ne peuvent pas se déplacer, disons, du nord au sud. Les sceptiques devraient chercher des explications plus convaincantes que la simple concentration sur les météosondes. Sinon, cela signifie que ces dispositifs ont littéralement envahi notre espace aérien, ce qui est complètement faux. Certains témoins ont peut-être effectivement vu des avions. Ces machines sont généralement faites d'aluminium et peintes en blanc. Lorsque le soleil est à l'horizon, il peut créer des illusions où les ailes invisibles de l'avion deviennent difficiles à percevoir et seule une bande blanche dans le ciel devient visible. Si un avion est loin et qu'on n'entend pas le bruit des moteurs en marche, il peut facilement être pris pour un ovni. Parfois, même des planètes comme Vénus sont prises pour des objets volants non identifiés. Au Québec, les routes à un numéro pair vont d'est en ouest, tandis que celles à numéro impair vont du nord au sud. De nombreuses personnes se déplacent entre Montréal et Québec et peuvent observer Vénus se levant à l'ouest. Cependant, si quelqu'un voit Vénus au nord, ce sera un signe clair d'erreur. Parmi toutes les planètes, c'est Vénus qui est le plus souvent prise pour un ovni. Ainsi, les gens peuvent à tort confondre à la fois des avions et des planètes avec des objets volants non identifiés. C'est tout à fait vrai. Mais les ballons météorologiques ne peuvent pas expliquer tous les cas,
comme on essaie de nous le faire croire. Au printemps 2002, un homme d'affaires de Montréal a filmé une vidéo curieuse. Tôt le matin, il a capturé un étrange objet dans le ciel clair. Cependant, l'expertise a montré que cet objet inhabituel n'était rien d'autre qu'un simple avion postal se posant sur l'aérodrome le plus proche. Parfois, les raisons des erreurs peuvent être expliquées de manière assez simple. L'officier Nelson Jean de la police de la province de Québec se souvient d'un cas d'apparition d'OVNI. À l'époque, son service était responsable de régions telles que Mandel, Montréal, Laval, Laurentides et l'Anse-de-Dior. Il raconte: «Je me souviens que cela s'est produit près de Saint-Jérôme. Nous avons reçu un appel nous informant que des lumières colorées étaient observées dans le ciel. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il s'est avéré que ce n'était rien d'autre qu'un spectacle de laser dans une discothèque locale. Quelqu'un a accidentellement ou intentionnellement dirigé un laser directement vers le ciel et les habitants ont décidé que c'était quelque chose de cosmique, peut-être un ovni et un signal d'extraterrestre. En plus des spectacles de laser, des avions et des ballons météorologiques, il ne faut pas oublier que dans l'atmosphère, divers types de débris spatiaux apparaissent souvent, qui passent en orbite terrestre. Il y a quelques années, un phénomène similaire a été observé en France. La police a reçu des milliers d'appels d'observateurs convaincus qu'ils voyaient un ovni. À l'époque, Jean-Jacques Villasco dirigeait le CEPRA, le Service français d'études des phénomènes causés par l'intrusion d'objets externes dans l'atmosphère, qui fait partie du Centre national d'études spatiales. Récemment, de plus en plus de rapports d'observation d'OVNI peuvent être expliqués par la chute de débris d'objets en orbite. C'est exactement ce qui s'est passé le 5 novembre 1990, lorsqu'un fantastique feu d'artifice de débris d'une fusée russe a été observé. Les morceaux se sont répandus dans l'espace aérien au-dessus de toute l'Europe, en particulier au-dessus de la France. Les vidéos et les photographies peuvent devenir un outil indispensable pour un biologiste cherchant à percer le mystère du phénomène OVNI. Cependant, même ces preuves visuelles ne confirment pas l'origine extraterrestre des ovnis. Il n'est un secret pour personne que les technologies informatiques modernes permettent à quiconque de créer des montages vidéo, ne cédant en rien à la qualité des professionnels d'Hollywood. Le nom de l'expert qui collabore avec le Centre national d'études spatiales est assez bien connu parmi les photographes. Il est arrivé à la conclusion que dans l'étude du phénomène des ovnis, il ne faut pas se fier aux documents photographiques, bien que ce soit précisément les images qui attirent principalement l'attention du public. On entend souvent des gens dire: si nous avions une photographie plus claire, nous progresserions considérablement dans les recherches sur le phénomène des ovnis. Cependant, en réalité, des photographies individuelles ne constituent pas une preuve irréfutable. Un des experts en photographie qui a obtenu une subvention pour étudier les trucages photographiques souligne qu'il était déjà évident à l'époque à quel point ceux qui s'adonnent à la falsification de photos peuvent être inventifs. Dans le monde moderne, où les technologies informatiques sont accessibles à tous, la situation ne fait que s'aggraver. Il affirme que, comme il y a 10 ans, il peut parier avec quiconque qu'aucune des soi-disant preuves photographiques ne résistera à une expertise spéciale. Il existe deux types de photographies liées aux ovnis. Le premier type est constitué de clichés pris dans un état de panique lorsque le témoin observe un certain objet. Dans de tels cas, les photographies contiennent un minimum d'informations utiles. Le plus souvent, elles ne montrent qu'une minuscule tache lumineuse sur un fond sombre. Si la prise de vue a eu lieu pendant la journée, l'objet devient à peine visible, une simple petite tache dans le ciel. C'est ainsi que se présentent toutes les photos du célèbre OVNI observé dans la ville française de Voreppe il y a quelques années. Même avec les technologies les plus avancées, il est pratiquement impossible d'extraire des informations utiles de telles images. Le deuxième type de photographie est plus informatif, mais il s'agit d'une extrême, des photographies falsifiées. Bien qu'elles ne deviennent pas aussi souvent du domaine public qu'il n'y paraît, leurs auteurs parviennent à en tirer des revenus considérables. Lors de ces voyages, notamment dans les pays du Sud,
L'expert a souvent vu en vente des livres contenant des photographies de falsification. Cependant, pour un professionnel, il est assez simple de reconnaître de telles images. Il existe également une autre catégorie de clichés, où le photographe se méprend de manière totalement sincère. Une personne voit quelque chose d'étrange et essaie de le capturer, mais il s'avère que c'est simplement un phénomène naturel qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. Parfois, des circonstances imprévues se produisent directement pendant la prise de vue, ce qui peut être lié à des phénomènes optiques ou à des défauts de pellicule. Un des experts partage son expérience. Il a longtemps eu du mal à percer le secret d'une photographie, jusqu'à ce qu'il analyse la pellicule au microscope. Les gens commettent également souvent l'erreur répandue de prendre le reflet d'objets réellement existants pour un ovni. De nos jours, beaucoup utilisent des caméras vidéo portables et les matériaux de ces enregistrements peuvent devenir un excellent matériel pour l'analyse. Un expert explique comment déterminer ce qui a été capturé sur la photographie. Il conseille de dessiner des lignes croisées sur toute la photo et de tracer une ligne fine d'un coin à l'autre pour déterminer le centre de l'image. Si l'objet le plus lumineux sur la photo est un reflet, il doit passer par le centre et s'étendre à des distances égales dans des directions opposées. L'angle de réflexion est égal à l'angle de prise de vue. C'est une loi physique bien connue. Les gens filment souvent à travers une fenêtre ou une porte en verre. Beaucoup de caméras sont équipées d'un revêtement protecteur des lentilles qui peut provoquer des reflets au moment de la prise de vue. Par exemple, à partir de voitures passant à proximité. Le photographe lui-même peut ne pas s'en rendre compte. Si, au moment de la prise de vue, une voiture passe, elle peut projeter un éclat sur l'objectif et sur la photo apparaît une petite tache mystérieuse. Le photographe décide alors immédiatement qu'il a réussi à capturer un véritable ovni. Cela arrive assez souvent. L'expert souligne qu'il ne veut pas affirmer que tous les cas sont liés à des reflets accidentels. Mais avant de convaincre la presse qu'il a réussi à photographier une soucoupe volante, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de reflets sur les images. Ce n'est qu'alors qu'on peut considérer qu'il a réellement capturé quelque chose d'inhabituel. Dans ce cas, il faudra analyser soigneusement la photographie. Prêter attention à la couleur de l'objet, estimer la distance approximative jusqu'à lui, essayer de déterminer sa taille et peut-être son poids. Parfois, des objets optiques non identifiés deviennent la cause de discussion sur le phénomène OVNI. Au début des années 90, des photographies de disques inhabituels avec des bords dentelés, ressemblant au symbole du légendaire héros de bande dessinée Batman, sont apparus. Selon des témoins, ces disques mystérieux sont apparus pour la première fois dans le ciel au-dessus de la Belgique, puis en Espagne et enfin aux États-Unis. Cependant, peu après, les amateurs de mystère ont été confrontés à la déception lorsque l'on a découvert que les images d'objets lumineux étaient en réalité le résultat de prises de vue effectuées hors de la mise au point. Les caméras vidéo portables venaient à peine d'apparaître sur le marché et beaucoup de gens ne savaient pas encore comment les utiliser correctement. En parlant d'images visuelles, il convient de noter que notre planète est constamment sous la surveillance de nombreux satellites qui prennent chaque jour des centaines de photographies de la Terre. Mais sur ces images, rien ne peut être identifié comme un ovni. Il existe une idée reçue selon laquelle si des ovnis volent réellement autour de la Terre, nous devrions tôt ou tard les voir sur des photographies satellites. Cependant, les partisans de cette opinion oublient que les satellites distants orbitent autour de la Terre toutes les 90 minutes, à une altitude comprise entre 800 et 950 km. Tout ce que nous voyons sur les images satellites, ce sont des milliers de minuscules points sur une immense surface. Même si 100 ovnis imposants atterrissaient simultanément sur Terre, leur vol ne pourrait pas être capté par un satellite. Nous avons affaire à un phénomène inconnu, et certains cas sont tout simplement inexplicables. Du moins, cela semble être le cas à première vue. Mais le fait que nous ne puissions pas immédiatement identifier un objet ne signifie pas que des êtres extraterrestres nous rendent en visite. Le terme ovni n'implique pas nécessairement un vaisseau interplanétaire. Il y a quelques années, Jean-Pierre Farabo,
ingénieur au laboratoire de physique de l'Institut Polytechnique français, a écrit un livre intitulé Armes volantes non identifiées. Une des explications possibles du phénomène OVNI réside dans l'existence de technologies militaires secrètes. Un agent de la CIA a même rédigé un rapport affirmant que dans la plupart des cas inexpliqués, les OVNI sont en réalité des avions de reconnaissance connus sous le nom de U-2. En effet, certains exercices avec des avions U-2 ont coïncidé dans le temps et l'espace avec des observations d'OVNI, mais selon les experts, cela ne représente qu'un petit pourcentage des cas enregistrés. Il est connu que le premier vol en U-2 a eu lieu en 1955, tandis que des témoignages constants sur les ovnis datent de 1907. Cette explication ne s'applique qu'à quelques faits connus, surtout compte tenu de l'énorme altitude que ces avions peuvent atteindre. À de telles altitudes se déclenche ce que l'on appelle l'effet Rialto. L'avion a une forme allongée, mais à la lumière du soleil, il peut être pris pour un objet de forme ronde. Mais comment alors expliquer les témoignages enregistrés avant l'apparition des avions U-2? Que voyaient les témoins au cours de toutes ces années? Il existe d'autres types d'avions qui peuvent également être confondus avec des ovnis. Ils sont apparus plus tard et se distinguent par leur vitesse et leur altitude de vol énorme. Ce sont les célèbres Blackbirds. Il existe deux modèles similaires dans leurs caractéristiques principales, l'A-12 utilisé par la CIA et le SR-71, qui est sous la responsabilité des forces aériennes. L'A-12 a effectué son premier vol en 1962, donc son apparition ne peut pas expliquer des témoignages antérieurs sur les ovnis, bien qu'il ait certainement été pris pour un objet extraterrestre à de nombreuses reprises. Pendant que les ingénieurs de la société aéronautique Lockheed développaient l'avion de reconnaissance U-2, le département technique de l'US Air Force travaillait sur un projet encore plus ambitieux, nommé Scarabée argenté. L'objectif était de créer un objet volant de forme arrondie avec un décollage vertical, capable d'atteindre une altitude de jusqu'à 24 000 km et de développer une vitesse dépassant 3 fois celle du son. Le développement du projet a été confié aux ingénieurs de la société canadienne Avro, connue pour la création du chasseur supersonique toutes conditions Flèche SF-105. L'Avrocar est devenu le nouveau projet d'ingénierie de cette entreprise, qui s'était déjà fait un nom sur le marché. Le projet était financé par le gouvernement canadien, mais n'a jamais été entièrement réalisé et a finalement été abandonné. L'objectif principal était de créer un appareil de forme arrondie, capable de décoller verticalement et de se déplacer dans toutes les directions dans les airs. Mais l'Avrocar n'était pas le seul projet de ce type. Des développements similaires étaient en cours en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, le financement de la part du gouvernement canadien a cessé à mi-parcours, et l'Avrocar n'a jamais pu prendre son envol. Son instabilité pouvait représenter un danger pendant le vol. En 1961, le projet Scarabée argenté a été suspendu, et l'un des deux modèles créés se dresse toujours comme un monument près de l'école de transport militaire des États-Unis en Virginie. Certaines histoires d'OVNI pourraient être liées au vol d'essai de l'Avrocar ou à d'autres projets secrets d'avions avec une forme aérodynamique inhabituelle, tels que le YB-49 ou le V-173, surnommé le disque volant. Au cours des dernières années, des témoins d'objets volants non identifiés ont pu observer les vols de bombardiers stratégiques B-2 ou F-117, qui se distinguent par leur forme inhabituelle. Les rumeurs concernant des témoignages récents de Inoa ont également été expliquées par des essais du tout dernier armement ultra secret, prétendument développé dans la légendaire zone 51. Cet armement est un aéronef triangulaire sous le nom de code Aurora. Les rumeurs sur l'existence de l'Aurora se sont répandues dans des publications de vulgarisation scientifique telles que Technologie de l'aviation et de l'aéronautique. En 1990, un des numéros a publié un article dans lequel plus de 40 sources militaires autorisées confirmaient l'existence de l'Aurore, affirmant que cet avion était capable d'atteindre une vitesse 5 ou même 8 fois supérieure à celle de la lumière à une hauteur incroyable,
inaccessible pour le Blackbird. Au début des années 90, on discutait activement d'un nouveau phénomène appelé tremblement de ciel. Ce phénomène, semblable à un tremblement de terre, se produisait dans l'air et commençait au-dessus de l'océan Pacifique, se dirigeant vers la zone 50 et 1. Il se produisait chaque jeudi matin, toujours à la même heure. Expliquer ce phénomène était difficile, tant du point de vue des phénomènes naturels que du point de vue de l'intervention d'une intelligence extraterrestre. On ne comprenait pas pourquoi cela se produisait précisément les jeudis. Quoi qu'il en soit, les tremblements de ciel étaient devenus un fait établi. Mais bientôt, les informations à leur sujet disparurent sans doute, et le ministère de la Défense des États-Unis a officiellement démenti toutes les rumeurs liées à ce phénomène. Il semblait que les témoignages d'OVNI pouvaient être expliqués par l'observation d'appareils fabriqués par l'homme. Cependant, puisque ces développements relèvent de projets militaires secrets, les informations à leur sujet sont soigneusement dissimulées. Même cette théorie n'explique pas tous les rapports d'observation d'OVNI. Il existe d'autres phénomènes qui peuvent partiellement expliquer certains témoignages d'OVNI, mais on en sait peu. De nombreux phénomènes naturels demeurent encore un mystère, même pour les scientifiques. Par exemple, les soi-disant lumières fantomatiques des tremblements de terre, une lueur apparaissant lors de l'activité sismique, ont suscité l'intérêt de Franz Saint-Laurent. Il pensait que ce phénomène ne pouvait expliquer qu'un petit pourcentage des témoignages d'OVNI. Il est connu que les lumières sismiques peuvent être observées lors de tremblements de terre ou avant et après ceux-ci. Elles sont directement liées à l'activité tectonique. Les tremblements de terre sont précédés de mois, voire d'années, de tensions souterraines. À certains endroits, une poussée d'énergie s'accumule et au moment de l'éruption à la surface, apparaissent les lumières sismiques, connues sous le nom de lumière des tremblements de terre. L'intérêt pour les ovnis et les lumières sismiques chez les chercheurs a une longue histoire. Les chercheurs ont étudié de nombreux phénomènes naturels inhabituels, y compris des sphères lumineuses étranges et des mutations inexpliquées chez les animaux, et ont découvert que tous ces phénomènes étaient liés à un phénomène aussi ordinaire et explicable que le tremblement de terre. Ces événements se produisaient dans les mêmes régions où des phénomènes naturels étranges avaient été observés. Il s'est avéré que les lumières des tremblements de terre ont précédé pendant des siècles l'activité sismique dans divers endroits. En ce qui concerne le phénomène des ovnis, de nombreux témoins rapportent des objets lumineux de couleurs étranges qui se déplacent et se comportent de manière inhabituelle. Les variations de température atmosphérique créent des vagues de différentes longueurs, ce qui fait que les ovnis apparaissent toujours différemment. Tout cela peut être assez bien expliqué par un phénomène naturel. La pression à l'intérieur de la croûte terrestre avant un tremblement de terre conduit à la formation de sphères lumineuses. Il a été établi que les lumières sismiques apparaissent toujours la veille d'un tremblement de terre. La plupart des cas de leur apparition sont liés à l'augmentation de la pression à l'intérieur de la croûte terrestre. Les chercheurs en sont convaincus. Dans les zones avec une grande quantité d'eau, tels que les réservoirs d'eau naturels ou les réservoirs artificiels créés pour l'élimination des déchets, une activité tectonique est souvent observée. Cela entraîne une augmentation des cas d'apparition de lumière sismique. Un très faible pourcentage des témoignages sur les lumières sismiques est accompagné de récits de contact avec des extraterrestres. Les chercheurs notant: nous voyons ce que nous voyons. Un puissant champ électrique qui se forme produit une lueur qui se reflète dans le ciel. Dans les années 60 et 70, les scientifiques ont tenté d'expliquer ce phénomène naturel, ce qui a conduit à l'émergence de plusieurs théories. Certaines d'entre elles ont étudié les lumières sismiques dans des laboratoires, mais toutes leurs hypothèses n'expliquaient que partiellement ce phénomène. Ces théories sont difficiles à qualifier de parfaites. Des recherches sérieuses sur les lumières sismiques ne font que commencer, mais certaines choses sont connues avec certitude. Par exemple, la tension tectonique qui se produit peu avant un tremblement de terre se propage à la surface de la Terre de la même manière que le tremblement de terre lui-même. Cela s'accompagne de phénomènes inhabituels, lumière sismique ou sphère lumineuse.
Sous terre, un bruit inhabituel peut être entendu que seuls les rats et les chiens peuvent percevoir. Parfois, l'air au site du tremblement de terre est imprégné d'une odeur étrange. À certains moments, une baisse de température locale, connue sous le nom de phénomène de Paltilla, ou au contraire une augmentation de la température, peut entraîner des incendies spontanés. Si quelqu'un se trouve la veille d'un tremblement de terre, ces forces mystérieuses peuvent agir directement sur son cerveau, provoquant un état de choc. Des études ont montré que l'apparition de lumière sismique est toujours accompagnée d'autres phénomènes paranormaux. Poltergeist, rassemblement d'animaux en troupeau, incidents domestiques inattendus et étrangetés dans le comportement des gens, tels que des ampoules grillées et des pannes de générateurs, peuvent être liés à ces phénomènes. Le nombre de suicides peut également augmenter et un état dépressif peut survenir. L'étude du phénomène des lumières sismiques ne fait que commencer, mais certains scientifiques ont déjà proposé leurs explications possibles. L'un d'eux est le professeur de physique de l'Université de San José en Californie, Friedman Front. Les chercheurs l'ont rencontré par hasard et il a formulé une théorie et créé un modèle pour expliquer le phénomène des lumières sismiques. Sa version a semblé à beaucoup très intéressante et certains ont également tenté de trouver une explication à la raison pour laquelle les lumières n'apparaissent pas à chaque tremblement de terre. Dans sa théorie, le scientifique s'appuie sur une découverte faite il y a quelques années. Il affirme que sous la surface de la Terre se trouvent des roches enflammées, qui constituent la base de la croûte terrestre et agissent comme des porteurs de charges énergétiques. Sans entrer dans des explications scientifiques complexes, il déclare simplement avoir découvert certains porteurs de charges qu'il a appelés paires électron-trou positives. Lorsque l'activité tectonique ne se manifeste pas, ces porteurs de charges sont au repos. Cependant, la veille d'un tremblement de terre, ils deviennent assez actifs. Dans son laboratoire, le scientifique a calculé que ces charges atteignent une vitesse allant jusqu'à 300 mètres par seconde, une vitesse incroyable. Ainsi, au moment où le tremblement de terre commence, les charges se déplaçant rapidement peuvent remonter à la surface de la Terre. En électronique, il existe un concept de courant de trou qui entraîne une augmentation du champ électrique maximal. Lorsque ces charges jaillissent à la surface, elles créent des ondes électromagnétiques de différentes longueurs qui, à leur tour, forment un champ électrique puissant à la surface de la Terre. Le scientifique a calculé qu'en conditions idéales, disons à la surface d'une montagne, la puissance d'une telle charge peut atteindre 1 million de volts par centimètre carré. Impressionnant, n'est-ce pas? Lorsqu'un champ électromagnétique de cette puissance se forme, l'air devient conducteur et des éclairs de lumière brillants sont visibles dans le ciel. Lors d'une conférence à Poughkeepsie en 1997, les scientifiques sont parvenus à une conclusion précise. Il n'est pas possible de trouver une seule explication à tous les témoignages de Menelo. Gersinger de l'université Laurentienne à Sudbury souligne que lors de l'étude du phénomène des ovnis, il ne faut pas adopter une position de foi ou de non-croyance envers les phénomènes inexpliqués. Un des principaux principes scientifiques est de ne pas coller d'étiquette, car tout phénomène était multiforme. Il donne un exemple simple. Au XIXe siècle, les médecins décrivaient sous le même terme plusieurs maladies, telles que la pneumonie, la tuberculose, le rhume, la grippe et le cancer du poumon, les regroupant car toutes étaient liées aux organes respiratoires. Si la pénicilline avait été inventée à l'époque et que les médecins avaient commencé à traiter tout le monde avec, seuls les malades de la pneumonie auraient eu de la chance. Cela souligne le danger des étiquettes généralisantes, ce qui s'applique également au phénomène des ovnis. Aujourd'hui, ce phénomène englobe de nombreux cas inexpliqués, dont la plupart sont associés à des phénomènes naturels ayant une explication scientifique. Cependant, il y en a aussi qui ne peuvent pas encore être expliqués, et cela doit être pris en compte. Personne n'empêche d'étudier même ces phénomènes inexpliqués. Un des postulats de la science stipule que nous devons envisager toutes les versions possibles. Les ovnis sont devenus une sorte d'étiquette. Le scientifique affirme que dans le cas des lumières sismiques, on peut être sûr à 80% qu'il s'agit d'un phénomène naturel lié à l'activité sismique de la croûte terrestre.
Les autres 20% ouvrent la voie à diverses interprétations. À l'avenir, il est possible que nous rencontrions de nouveaux phénomènes et des événements paranormaux, et il n'est pas exclu que nous soyons confrontés à des rencontres avec une intelligence extraterrestre. Comme il l'a déjà dit, nous devons envisager toutes les explications possibles. Cependant, il convient de reconnaître que la science ne consacre pas l'attention nécessaire à la question des ovnis. Plusieurs raisons expliquant cela. Tout d'abord, il y a les éternels problèmes de financement des recherches. Les structures commerciales sont réticentes à investir dans l'étude des phénomènes ovnis. Pas d'argent, pas de recherche. Mais un problème encore plus grave est l'attitude biaisée des scientifiques à ce sujet. Ils soutiennent que si les ovnis sont réels, alors il existe des vaisseaux interplanétaires. Et puisque les voyages interstellaires sont impossibles, tous les témoignages d'ovnis ne peuvent pas être vrais. Cependant, dans toute recherche, l'observation précède l'émergence de la théorie. Comme l'a dit Robert Leighton, l'un des pionniers de la physique moderne, si quelque chose se produit, cela signifie qu'il existe des possibilités pour cela. Le fait de l'existence des ovnis ne peut être nié, mais il n'est pas possible de trouver des explications à tous les témoignages. La question de savoir si les objets volants non identifiés sont le résultat d'essais d'armes secrètes, de phénomènes naturels encore inexplorés, ou peut-être de rencontres avec des extraterrestres reste ouverte. À ce jour, il n'y a pas de réponse certaine à cette question. La position de la police est qu'il est nécessaire de manifester un intérêt pour obtenir des résultats dans le cadre d'une enquête réussie. Cependant, comme le souligne l'un des participants à la conférence, les scientifiques n'ont pas pris au sérieux les résultats des discussions qui se sont tenues à Poughkeepsie. Cela n'a pas été une surprise, car les scientifiques ont toujours abordé le sujet des ovnis avec méfiance. Récemment, l'un des chercheurs a effectué une vérification au Centre national d'études spatiales, où il a rencontré des scientifiques éminents. Il a été frappé par leur position. Pour un véritable scientifique, seule la réalité est ce qui peut être reproduit dans des conditions de laboratoire. Si tous les grands esprits adhèrent à ce point de vue, la science, selon lui, elle est vouée à l'échec. Le problème de l'étude du phénomène ovni réside dans le fait qu'ils ne peuvent être observés que rarement, ce qui s'applique également aux faits scientifiques. Si quelqu'un a réellement observé un ovni, le chercheur rêve de les rencontrer, car cela semble irréel. Les faits scientifiques sont des graphiques, des tableaux et des diagrammes qui sont publiés dans des revues scientifiques. Et ils ne peuvent pas être vus de ses propres yeux. Par exemple, un nuage est un phénomène scientifiquement justifié, mais il n'est devenu tel qu'après étude. Les faits scientifiques ne surgissent pas de nulle part. Les pommes tombaient des arbres depuis des siècles, mais personne n'y prêtait attention jusqu'à ce que la loi de la gravité soit découverte. Newton a été le premier à remarquer ce phénomène, bien que l'histoire de la pomme ait probablement été inventée. Ainsi, un problème évident se pose. Pour qu'une chose devienne un fait scientifique, les scientifiques doivent l'examiner dans un certain contexte. Et d'ici là, la question demeure: comment intéresser les scientifiques au phénomène ovni? Peut-être vaut-il mieux reformuler le problème, car le terme même ovni repousse ceux qui rejettent délibérément la possibilité de son existence. Cette question reste ouverte et dans le prochain programme, la conversation sur le phénomène mystérieux des ovnis sera poursuivie alors que nous tentons de jeter un œil sur notre avenir.